Bonjour Guylaine. Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Alors, Est-ce que vous nous entendez? ok. Alors, Guylaine, je suis ravi te- de te voir pour ce webinaire. Euh, Et là, on attend que les personnes se connectent. Bonjour Magali. Bonjour Jennifer. Bonjour Véronique. Bonjour Lionel. Est-ce que vous nous entendez? Parfait. Bienvenue. Alors, on va patienter quelques instants, le temps que les uns et les autres se connectent, nous rejoignent pour ce petit moment ensemble, pour découvrir en fait les fondations biologiques de la performance. Comment allez-vous pour commencer en cette veille de week-end? Est-ce que le chat fonctionne bien? On va faire un petit test. Ceux qui oui, sont en live. allez, top. Alors, c'est à toi Guylaine, hein. Je te laisse. Ça y est, on démarre? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc pour ce live LinkedIn consacré aux fondations biologiques de la performance. Aujourd'hui, avec Kevin, nous allons explorer pourquoi la performance durable commence dans le corps et ce que cela change concrètement pour les leaders et les organisations. Ce webinaire, il marque aussi pour nous le lancement de la formation LeaderFit, dont je vais vous dire quelques mots en deuxième partie de cette présentation. Et pour commencer, une rapide présentation de moi. Je suis Guylaine Donnet, Corporate Sales Manager chez Rennes School of Business, Executive Education. Et j'accompagne en fait les leaders, les managers et les organisations dans leurs enjeux, sur leurs différents enjeux de montée en compétences ou de transformation. Qu'est-ce que c'est que Rennes School of Business? Rennes School of Business, c'est aujourd'hui plus de 5000 étudiants sur nos programmes PGE et Bachelor, sur nos campus de Rennes et de Paris. C'est également donc 2 campus et la 10e, elle est classée en fait 10e au ranking national des écoles de commerce. Voilà. Et Rennes School of Business est probablement l'école la plus internationale en France puisque nous comptons plus de 100 nationalités parmi nos étudiants et notre corps professoral compris. Voilà. Et pour poser, et donc à l'Executive Education, puisque là j'ai parlé de l'école et l'Executive Education de Rennes School of Business, notre ambition c'est d'apporter en fait des solutions concrètes, opérationnelles et unframed, hors du cadre, en français dans le texte, aux organisations et aux individus. Pardon. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Kevin qui nous accompagne aujourd'hui sur notre sujet. Merci Guylaine. Alors, juste le moment de me présenter rapidement, je vais retirer le slide, après je le remets tout de suite. Donc, moi, je suis Kevin Caillot, j'ai un doctorat en biologie cellulaire et des diplômes plus techniques en nutrition et en préparation physique. Et j'ai, après un temps consacré à la recherche, accompagné des athlètes de très haut niveau avant finalement de me tourner vers l'innovation et donc les entreprises. Et aujourd'hui, on va poser les bases justement des fondements biologiques en lien avec effectivement ce programme que nous développons conjointement avec Rennes School of Business, Zoe,
et dont j'ai le plaisir d'assurer la direction académique. Aujourd'hui, très rapidement, en 15-20 minutes, on va retracer les bases de ce que nous, en tout cas, on conceptualise comme une performance durable et les bases biologiques d'une performance durable. Hop. Alors, normalement, voilà, vous voyez le slide. Alors, on commence par ces deux sportifs. Alors, j'ai pris Cristiano Ronaldo et Serena Williams parmi le pool. Ils ont un point commun, et je pense que ceux qui s'intéressent un peu au sport le savent, c'est que ces deux sportifs ont performé ou performent encore à près de 40 ans ou à plus de 40 ans. Et ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit. On voit Djokovic, on voit d'autres sportifs faire de même. On a une sous-population de sportifs qui performent donc sur 20 ans, sur 25 ans. Et donc, on s'est posé la question de savoir, mais finalement, pourquoi ? Parce que ça, c'est vraiment un phénomène nouveau d'avoir certains sportifs qui donc développent cette capacité à performer dans la durée. Alors, bien entendu, on pense à une performance physique quand on parle de sport, même si, en l'occurrence, pour ceux qui s'y intéressent, la partie mentale a explosé dans le sport et donc elle est extrêmement importante et elle va être très importante quand on va parler de la performance du leader. Donc, comment font ces athlètes pour performer dans la durée ? C'est vraiment ça qu'on veut adresser à travers cette formation et à travers ce petit webinaire, c'est de dire mais qu'est-ce qui se passe derrière et pourquoi à un moment donné certains sont capables de performer dans la durée ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place finalement pour performer dans la durée comme ça ? Donc on différencie deux types de performances. On va dire une performance durable, celle que l'on va rechercher, et puis une performance qui ne va pas être soutenue. La première chose qu'on voit sur ce schéma, c'est cette idée que la performance durable, ce n'est pas une performance absolue, c'est une zone de performance dans laquelle on va fluctuer. Et donc, c'est cette zone de performance qu'on va être capable de soutenir et pas un niveau de performance qui est le niveau de performance maximale. Si on essaye de maintenir un niveau de performance maximal, bien, il se passe que, vous voyez sur ce schéma, c'est de dire que vous allez rester à un certain niveau de performance maximale un certain nombre de temps, de jours, de mois, d'années, et puis à un moment donné, ça va s'éroder et vous n'allez plus être capable de maintenir ce niveau de performance et vous allez sortir même du niveau de performance que vous êtes capable dans la zone dans laquelle vous êtes capable de performer. Parce que vous avez finalement tiré trop sur la machine, et voilà, on va parler de burn-out, etc. Donc, c'est ça qu'on veut exprimer. C'est-à-dire que quelqu'un qui performe dans la durée, ce n'est pas quelqu'un qui performe à son maximum tout le temps. C'est quelqu'un qui accepte de fluctuer en essayant de maintenir une zone la plus haute possible, mais c'est une zone, ce n'est pas une ligne. Voilà, c'est vraiment ça le concept. Et ça peut être maintenu sur le temps long. À ce phénomène de performance durable, on vient mettre en perspective une situation alors française, dans le reste du monde, mais en France, c'est particulièrement prégnant. C'est cette différence qu'on a entre notre espérance de vie à la naissance, maximale, et puis l'espérance de vie en bonne santé. Aujourd'hui, en France, c'est pratiquement 20 ans. Et l'espérance de vie en bonne santé, qui a augmenté récemment, 64 ans environ, elle a augmenté de 9 mois, je crois, ou un an et 9 mois. Mais finalement, ça correspond au moment, statistiquement, bien entendu, je ne le souhaite à personne, mais statistiquement, ça tombe au moment où on part à la retraite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a travaillé, on a donné de sa personne un certain nombre d'années, et puis on va tomber malade au moment où on part à la retraite. Donc, ce phénomène-là, il est typiquement lié au fait d'avoir cette usure progressive pendant la vie active. Et puis, voilà, on se retrouve avec... Et on sait aujourd'hui qu'on peut prévenir en partie ce phénomène. Et donc, rapprocher l'espérance de vie en bonne santé de l'espérance de vie totale. À condition de bien prendre en compte le fonctionnement de notre organisme et de mettre en place les techniques adéquates. Pour mettre en place les techniques adéquates, et avant d'aller plus loin sur cette notion de technique, je vais rétropédaler sur
l'effecteur de la performance du leader. Bien entendu, quand on pense à l'athlète, on pense aux muscles, je l'ai évoqué, et on a quelque part bien tort parce que le cerveau joue un rôle majeur dans la performance. Mais quand on pense au leader, on pense au cerveau. Et j'ai eu une discussion avec un cadre dirigeant il n'y a pas très longtemps qui me disait, moi, je ne fais pas du tout d'activité physique, etc. Mon cerveau, il performe toujours au maximum, etc. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Le cerveau, il est dans un écrin. C'est effectivement l'effecteur de la performance du leader. Intelligence émotionnelle, prise de décision, analyse des situations, décision stratégique, communication en public, intelligence émotionnelle. Voilà. Il y a un certain nombre de facteurs qui caractérisent un leader et qui viennent effectivement de sa capacité à conceptualiser et de ses fonctions cognitives. Mais son cerveau, qui va produire ses performances, eh ben, il est dans un écrin biologique et c'est son corps. Et ce corps, il va répondre à un certain nombre de stimuli environnementaux qui peuvent être négatifs, mais qui peuvent être positifs. Ça va être aussi le sujet de mon propos. Et ce cerveau, comme je le dis, il est soumis à des facteurs potentiellement négatifs environnementaux. Et ça, on l'a bien compris à Rennes School of Business, puisque on a diffusé, je dis on, RSB, l'équipe de Guylaine, a diffusé un questionnaire à 3500 dirigeants d'entreprise, et les résultats sont assez frappants. Pour ne citer qu'un des deux chiffres, 64% des managers déclarent un niveau de stress intense. Alors bien entendu, quand on parle de stress ici, on parle de stress perçu, cognitif. Je me sens angoissé, j'ai des deadlines, j'ai beaucoup de gens à gérer, j'ai des collaborateurs qui ont des difficultés, etc. Et donc ça, c'est du stress perçu. Ce stress-là, finalement, c'est une partie de ce qui est vraiment le stress. Et c'est ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de dire, non, mais en fait, c'est quoi le stress? Ici, on a une situation environnementale qui est perçue par le cerveau comme potentiellement un danger. Mais le stress, c'est plus que ça. Et à la fois, c'est plus simple. Le stress, c'est un mécanisme de perturbation. C'est un stress qui va perturber le fonctionnement de notre organisme. Alors, ce schéma que j'ai adapté d'une revue publiée en 2024, il dit simplement quoi? Il dit, on applique un stress, on a une réaction, et ensuite, on a une adaptation ou pas. C'est ça qu'il faut regarder. C'est très, très simple. Quand vous appliquez un stress à un système biologique, soit il s'adapte, et comme vous le voyez, il revient à un état normal, soit il ne s'adapte pas, et là, on dégrade la performance. Et donc là, on revient à notre concept initial de performance durable versus non soutenable. C'est est-ce que le stress que vous imposez à votre organisme, vous êtes capable de vous y adapter ou pas? Si oui, vous restez dans votre zone de performance. Sinon, votre performance se dégrade. Donc c'est fondamentalement là que c'est important. Dans la formation, on a un check-up, j'en dirai un petit mot après, mais c'est aussi ce qu'on vient regarder. Est-ce que le corps est en train de s'adapter ou pas? Donc, ce que tu dis, Kevin, c'est qu'on peut performer durablement à condition de prendre soin de quelques paramètres biologiques. Exactement. Je vais continuer sur les mauvaises nouvelles et puis après, je viendrai sur les bonnes, justement, sur comment on peut faire. Et donc, ce cerveau, on l'a vu, il peut percevoir du stress, il peut être impacté. Donc, on pense tout de suite, burn-out, etc., anxiété, ma performance diminue. Mais voilà, je reviens sur cette notion, le cerveau, c'est pas une île. Il est dans un écrin biologique qui est le corps et il interagit. Et, je prends deux exemples typiques, les pathologies cardio-métaboliques qui sont en train d'exploser du fait de notre mode de vie, et puis les douleurs, la sédentarité. Alors les douleurs, pour ceux qui nous écoutent, si on devait demander qui a un pépin à l'épaule, une petite douleur au cervical, une douleur de dos, le mal du siècle, je pense qu'on aurait du monde. Et pathologies cardio-métaboliques, hypertension, début de diabète, intolérance au glucose. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est que le cerveau, il est impacté par ça. Et donc, sa performance. Par exemple, vous avez une douleur, vous avez mal au cervical. Bon, c'est une information qui remonte en permanence au cerveau.
Donc forcément, le cerveau il va allouer des ressources pour traiter cette information. Et puis, ça va déclencher un certain nombre de choses sur l'aspect émotionnel. Hein, on sait que les gens qui ont des douleurs chroniques, ils vont avoir un niveau de tension émotionnelle plus élevé. C'est normal. Hein. Mais donc, ça joue sur la performance finalement. Donc, si on arrive à traiter à la source le problème de douleur, eh bien, on arrange les choses. Pareil pour la sédentarité. Vous êtes très sédentaire, votre condition physique globale baisse, hein, vous avez un niveau cardio-respiratoire pas forcément très élevé, et vous allez ressentir plus de fatigue. Sur le cardio-métabolique, c'est pareil. Je gère mal le sucre, c'est pour ça que j'ai du sucre dans le sang, j'ai un diabète, mais mon cerveau, non. Le sucre, c'est l'essence du cerveau. Si le sucre est pas bien stable, trop élevé, trop bas, le cerveau, il n'aime pas ça. Donc, ça va impacter sur sa régulation énergétique et donc sur ses performances. Donc, le cerveau n'est pas une île, il est impacté par mon stress cognitif, mental, les informations qu'il perçoit, mais aussi par l'environnement biologique dans lequel il baigne. Toutefois, le stress, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste négatif. C'est pas que négatif. Et ça, c'est très, très, très important. Il y a le stress qu'on veut éviter, ou qui est permanent, et puis il y a celui qu'on provoque. Et c'est ça, fondamentalement, qu'ont appris à faire les sportifs, les entraîneurs surtout. On déclenche un stress, et donc on a derrière une cascade très simple que je représentais ici sur ce schéma, une fatigue, une récupération, une adaptation, et une désadaptation si j'arrête. Et donc là, c'est très facile de dire, voilà, vous avez un stress. Vous appliquez le stress trop vite, trop tôt, trop fort. Vous allez appliquer le stress dans le creux de vague, au moment de la fatigue. Vous allez faire que descendre. Vous appliquez le stress un petit peu plus tard, juste après la récupération, mais vous n'avez pas encore eu le temps d'adapter. Bon, vous restez, vous faites plateau. Vous arrivez à ajuster le stress au moment où vous êtes au pic, donc vous avez laissé suffisamment de temps au système pour récupérer et pour s'adapter, et bien d'un seul coup, votre niveau de fonctionnalité, il va monter, parce que vous allez atteindre progressivement des niveaux supérieurs. Et au contraire, si vous laissez le système se désadapter, c'est-à-dire vous ne le sollicitez plus, eh bien il perd. On voit bien sur l'anglais, hein, moi j'étais en Inde il y a 5 ans, je suis revenu, mon anglais il était merveilleux, avec un accent un peu sympa, là ça commence à aller un peu moins bien parce que je parle beaucoup en français. On pense aussi aux leaders qui ne parlaient plus en public pendant le Covid. Il y a des études scientifiques qui montrent qu'ils ont progressivement vu leur performance de communication à l'oral se dégrader. Donc, pas de stress, c'est pas toujours bon. La sédentarité, c'est typiquement ça. Je ne stresse pas mon organisme, je suis en train d'éroder mes qualités physiques et mes capacités physiologiques, et potentiellement, je tends vers une situation qui pourrait devenir pathologique. Donc, les sportifs ont appris à faire ça. Et donc là, on arrive sur 2 facteurs. Hein. Tu me posais la question, Guylaine. On a 2 facteurs qui sont à notre disposition. Exercice physique, nutrition, tout simplement. Mais tout simplement, on a maintenant 30 ans de recherche en biologie cellulaire. Je ne vais pas tous les détailler, mais quand vous faites de l'exercice, vous ne faites pas juste de l'exercice. Hein, il y a un des mécanismes comportementaux uniques qui a été démontré pour créer des nouveaux neurones, c'est l'exercice physique. Il n'y a pratiquement rien d'autre qui fait ça. Même pas le travail intellectuel. L'exercice physique produit des facteurs qui permettent au cerveau de se régénérer. Il permet au cerveau de s'adapter. Il produit certains neurotransmetteurs qui font que vous vous sentez mieux, que vous régulez mieux émotionnellement. Et du côté de la nutrition, c'est pareil. En fonction de si vous apportez des graisses qui vont être les graisses qu'on ne veut pas, saturées, trans, etc., vous allez avoir des effets plutôt négatifs sur l'inflammation cérébrale, la structure cérébrale, versus si vous allez chercher des poissons gras, des bonnes graisses, eh bien, vous allez avoir des effets positifs sur la structure, sur le fonctionnement du cerveau. Vous allez pouvoir favoriser certains neurotransmetteurs. On s'en sert pour optimiser le sommeil. On le verra aussi pendant la formation. Bref, le microbiote, ça explose depuis quelques années. On comprend que en mangeant des fibres, notamment solubles qu'on trouve dans les fruits, dans l'avoine, eh bien, on va favoriser le développement de bonnes bactéries et elles nous le rendent bien. Elles nous le rendent bien parce qu'elles produisent elles aussi des neurotransmetteurs et ça lutte contre la dépression, l'anxiété, etc. Tout ce système montre que le cerveau n'est véritablement pas une île, il est interconnecté et si on fait les bons choix, les bonnes pratiques, eh bien on arrive à impacter très nettement sur son fonctionnement et donc sur notre performance in fine en tant que leader.
Et là, il y a des petites techniques, parce que c'est ça qui est merveilleux avec la recherche, c'est que la recherche, c'est pas que chercher, c'est aussi trouver. Et en fait, aujourd'hui, on sait, et je ne vais pas pouvoir les passer en revue, mais on sait qu'on a des méthodologies pour optimiser le sommeil. On peut faire des micro-récupérations, on peut aider à recaler le jet lag. On a des séquences de 3-5 minutes qui jouent directement via la respiration sur le système nerveux autonome qui permettent de récupérer. On a des petits snacks qui permettent de stabiliser la glycémie, de stabiliser la satiété, d'éviter les grignotages, de maintenir le niveau d'énergie sur des journées longues et qui participent par exemple au recalage pour le jet lag. On a du micro-training, je partageais ça sur les réseaux il n'y a pas très longtemps, ça a beaucoup plu, mais c'est vrai qu'on a une équipe canadienne qui a montré que 5 minutes d'effort, 1 minute en vrai d'effort, 5 minutes avec la récupération, c'est équivalent à 45 minutes d'endurance. Donc quand on dit le numéro 1, je ne fais pas d'exercice physique parce que je n'ai pas le temps, ça dépend. Avec les protocoles les plus avancés, si on peut trouver le temps, parce qu'on peut caler ça en micro-pilules de 5 minutes. Donc, il y a vraiment des choses. Et puis là, je termine sur la partie prophylaxie, c'est-à-dire il y a des exercices, pareil, 1-2 séries de 2-3 exercices bien ciblés sur les problématiques qu'on a dit, le dos, l'épaule, le cervical, etc. Eh bien, on peut jouer là-dessus. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il faut juste savoir quoi faire au bon moment. Donc, il y a vraiment des leviers et c'est evidence-based. C'est publié, c'est revu, etc. Et ça montre des effets très, très nets. Et maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne finalement, ces éléments de stress, parce que vous voyez là, c'est ce que font les meilleurs sportifs de haut niveau, ceux qui justement performent après 40 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est sur un état stable, ils vont comprendre, ils vont évaluer la situation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le monitoring. Ils vont évaluer la situation, ils vont planifier, ils vont mettre en place l'action. Donc pour un leader, ça peut être effectivement 1 semaine ou 2 semaines d'un séminaire, ça peut être la fin de l'année où on fait le bilan comptable. Voilà, ça peut être des choses très concrètes. Et ensuite, on va piloter ce qui est en train de se passer. Et en fonction, on va pouvoir ajuster pour savoir s'il faut augmenter la récupération ou pas, etc. Et une fois qu'on passe cette période-là, on retrouve finalement la boucle qu'on a sur la méthodologie agile. Hein. On planifie avant, on délivre, voilà, et puis on fait la rétrospective, et en fonction, on replanifie et on s'y recolle. C'est exactement le même principe. Appliqué à sa propre santé, à sa propre capacité physique et mentale, et à celle de ses collaborateurs. Parce que c'est ça aussi l'enjeu, c'est d'apprendre à le faire pour soi-même et d'apprendre ensuite à perfuser ça sur son équipe de collaborateurs. C'est ça qui va aussi faire la différence, qui va permettre que ces bonnes pratiques ruissellent ensuite sur l'ensemble de l'organisation. Alors, je terminerai, parce que je n'ai pas du tout regardé ma montre, Guylaine, je te laisse me dire si je parle trop, mais par cet exemple-là que j'ai pris juste hier, parce que j'ai trouvé... On est dans le timing. On est dans le timing parfait. Donc, j'ai un collègue de C-Sport, de l'entreprise Sinovate, avec qui j'ai travaillé sur un projet antérieurement, qui est aussi très bon sportif, et qui partageait sa saison. Donc, je trouvais ça très intéressant de montrer ça, parce que c'est comme ça que finalement, il fait sa rétrospective, mais aussi sa prospective, et voilà, il y a un certain nombre de compétitions, ici 6 compétitions, et on voit qu'il monitore sa charge chronique, sa charge aiguë. Je ne vais pas vous montrer toutes les images qu'il a partagées, mais c'était très intéressant, parce que ça lui permet, a posteriori, et maintenant, il va faire pareil sur 2026 et il va se projeter, de savoir quand est-ce qu'il va devoir performer. Et ça, c'est essentiel, de savoir quand je dois performer. Je ne peux pas être au maximum tout le temps, ce n'est pas possible. C'est humainement pas possible. Vous n'êtes pas des machines, on est un système biologique, on ne peut pas donner la pleine performance en permanence. Donc, savoir quand, ça permet d'anticiper. Et donc, il va programmer ses séquences d'entraînement, mais quand on a... il n'est pas sportif professionnel, donc il est aussi un collaborateur ou un manager dans une entreprise. Donc, une fois qu'il sait ça, il sait qu'il va devoir... il va aussi adapter probablement un peu sa charge de travail pour pouvoir performer à ces moments-là. Et ensuite, je me suis amusé, alors là, tout à fait fictivement, à imaginer ce qu'on pourrait faire pour un dirigeant, et c'est ça qu'on veut faire à nos étudiants du programme LeaderFit. C'est-à-dire que
Ce qu'on veut, c'est qu'à la fin, ils repartent avec cet outil-là. Quelle est votre saison de leader, 12 mois, voilà, à quel moment vous allez devoir voyager, à quel moment vous allez avoir des séminaires très intenses, à quel moment vous allez avoir des séquences, on pense aux start-upers quand ils rentrent dans les phases de levée de fonds où il y a plusieurs mois, comme ça, voilà. Comment vous gérez ce moment très intense qui se termine des fois tard le soir, si vous allez chercher des investisseurs américains, vous êtes en France, voilà. Tout ça, c'est des choses, c'est des facteurs qu'il faut analyser, qu'il faut mettre en musique et qui vont permettre de faire ce qu'on appelle la périodisation. Et c'est vraiment un des enjeux majeurs de ce programme, c'est de partir en ayant compris les blocs, ce que j'expliquais tout à l'heure dans les méthodes. Est-ce que là, je mets de la nutrition, là, je mets de l'activité physique, comment je gère récupération, etc. Comment je me prépare mentalement, parce que là, aujourd'hui, je fais de la biologie pure, la partie physique, mais on fait la partie mentale aussi. Donc, toutes ces méthodes, comment je les mets en musique pour moi, et ensuite, comment je planifie tout ça. Comment je le monitore, comment j'ajuste. Ça, c'est hyper important. Pour faire en sorte que tout mon système, et en fait, je terminerai là-dessus et je te repasserai la main, Guylaine, l'idée, c'est de comprendre tous les mécanismes qui agissent sur la performance, ma performance globale, donc ma santé, bien sûr, comme un actif essentiel, et ensuite, je bâtis mon système de performance, parce qu'il y a voilà, on n'a pas tous les mêmes indicateurs, on n'a pas tous les mêmes challenges, donc je bâtis mon système de performance de manière à ce que mon année soit celle d'une performance durable et puis toutes les années qui suivent ensuite. Voilà ce que je voulais partager avec notre audience aujourd'hui, avec toi, Guylaine, et je te laisse conclure là-dessus. Merci beaucoup, Kevin, pour cet éclairage fort intéressant qui remet quand même, qui rebat les cartes et puis qui remet un peu en question quelques idées reçues sur les origines de la performance, de l'individu de manière générale, mais plus particulièrement du leader qui est justement contraint à un rythme effréné, à une cadence effrénée, à du stress intense, indépendamment de sa volonté la plupart du temps. Et voilà. Donc, tout ce que tu viens d'aborder, en tout cas aujourd'hui, sur les fondations biologiques de la performance, ça, on le retrouve en fait dans la formation Leader Fit que nous avons conçue en partenariat avec Zoï, une start-up spécialisée dans la santé préventive. Et qu'est-ce que nous proposons justement dans cette formation au leadership durable? C'est justement de creuser tous ces aspects-là et basé sur tous les enseignements que l'on tire en fait de la haute performance sportive, comme l'a expliqué Kevin en introduction, mais aussi alimenté par toutes les découvertes en neurosciences et puis la puissance, bien évidemment, de la santé préventive et de tous les marqueurs que l'on peut suivre et sur lesquels on peut s'attarder. Voilà. Donc, c'est une formation qui est destinée donc aux managers, aux cadres dirigeants, membres de COMEX, aux DRH pour alimenter en fait leur politique de rétention de leurs talents. C'est une formation qui se déroule sur une période de 4 mois à raison d'1 jour par mois, avec en amont un check-up santé ultra personnalisé, avec un suivi sur 12 mois. Voilà. Cette formation est bien évidemment en fait certifiante. Elle va vous permettre de valider un bloc de compétences dans nos titres RNCP. À ce titre, elle ouvre droit donc à des financements CPF et OPCO. Et pour clore le sujet, sachez que la prochaine cohorte, en tout cas le lancement de ce programme Leader Fit, a lieu le 19 février prochain. Voilà. Il reste encore quelques places. Voilà. N'hésitez pas. On commence avec moi. J'attends avec impatience de démarrer avec les premiers le 19 février. Super. Et d'ici là, peut-être que nous avons quelques questions.
Exactement. On va peut-être prendre quelques questions. Merci. Alors, je regarde vite fait, effectivement, mais c'est super si vous avez trouvé ça intéressant. Je vois qu'il y a un premier commentaire sur le fait qu'ils ont trouvé ça intéressant, donc on en est ravis. Effectivement, oui, si vous avez des questions sur ce que je viens de décrire, d'expliquer, n'hésitez surtout pas. On se fera un plaisir d'y répondre. C'est le moment. Ouais. Et Même moi, s'il y a des choses qui vous c'est interpellent. vrai, merci Kevin. Et en fait, j'aurais une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez mesurer aujourd'hui, à l'instant où on se parle, votre niveau de stress? Quel est votre niveau de stress aujourd'hui? Comment vous l'évaluez en cette 3e semaine du mois de janvier? Mettez-nous vos sujets, vos Moyen. réponses en commentaire. Ça démarre fort l'année pour certains, visiblement. Est-ce que c'était prévu? C'est ça que j'ai envie de te poser comme question. Ouais. Est-ce que c'était prévu? Et ouais, voilà, closing merci à Lionel qui prend l'exemple que je prends tout le temps, c'est-à-dire les équipes, les dirigeants, les équipes comptables qui finissent l'année. On ne prend pas un nouveau logiciel juste avant cette période-là. Par exemple, c'est une très mauvaise idée. Donc effectivement, on a pour un grand nombre de dirigeants le fait que l'année fiscale se termine et donc une période très intense. Et donc c'est important dans ces périodes-là de ménager des temps faibles, même si c'est 15 jours par semaine, pour réussir à garder les équipes mobilisées et se préserver. Voilà, ce week-end, vous aurez peut-être envie de travailler beaucoup, mais pensez à profiter aussi un petit peu de votre famille. Au temps long, c'est absolument essentiel pour maintenir sa performance. Guylaine, tu avais une question? Oui, j'ai une question. Et en fait, c'est ce que tu disais en fait sur les fondations biologiques de la performance. En quoi est-ce que jusqu'à quel point comprendre son fonctionnement biologique est un levier de leadership et pas seulement de bien-être? Alors, à partir du moment où on considère que être un bon leader, c'est avoir une performance élevée, et bien forcément, il faut être en pleine possession de ses moyens. Quand vous êtes amené à prendre des décisions très importantes qui vont impacter un grand nombre de collaborateurs, si vous êtes vous-même dans une situation de déstabilisation parce que soit vous avez une surcharge cognitive, soit vous avez des problématiques de santé, eh bien forcément, derrière, votre performance, elle va être impactée. C'est ce que j'ai développé. Mais ça se pilote. Je vois qu'il y en a certains qui ont répondu dans les commentaires, par exemple, sur des scores de 3 sur 10. Bon, bah là, clairement, quand on arrive à objectiver ça, déjà, c'est très bien, parce que ça s'apprend. Et ça s'apprend à soi-même, mais à ses collaborateurs. Nous, on mettait 3 mois environ à éduquer nos jeunes athlètes à scorer ça objectivement. Mais une fois qu'on a ça, après, il faut se dire, OK, d'où vient cette sensation de fatigue potentielle? Et une fois qu'on a la source, essayer de mettre en place un plan pour en récupérer et puis aussi comprendre comment elle s'est mise en place pour anticiper la prochaine fois. Parce qu'effectivement, peut-être qu'il y a eu trop de projets les uns derrière les autres sans période de récupération. On en parlera dans le programme, plutôt sur la fin du programme, de la partie périodisation. Les sportifs sont habitués à faire des cycles de 3 semaines à 6 semaines pendant lesquels ils vont charger. Ils vont accumuler, mais derrière, ils font ce qu'on appelle des phases soit d'affûtage, soit de décharge, d'une semaine ou de 2 semaines. Pas juste avant les compétitions. Ils font ça aussi tout au long de l'année. Et je suis pas sûr, et pour en avoir discuté avec pas mal de collègues entrepreneurs, pratiquement aucun n'anticipe ces périodes de décharge. Le projet se termine, on a un autre projet qui démarre le lundi suivant. Il n'y a pas de temps faible pour revenir sur ce qui s'est passé. Alors que c'est
typiquement ce qui est prévu dans certaines méthodologies de projet, comme la méthodologie agile. Mais souvent, dans ce qu'on voit dans les équipes agiles, là, je fais une digression sur le management, mais ce qu'on voit dans les équipes qui fonctionnent en agile, c'est que la rétrospective, elle est réduite à peau de chagrin, en fait. On n'a pas envie de la faire parce que ça prend du temps, mais sauf que non seulement c'est une manière d'apprendre de ce qui s'est passé avant, et ça c'est valable pour la santé comme pour l'opérationnel, mais c'est aussi un temps où on n'est pas en train de performer. On a un temps faible qui permet de récupérer. Et donc on apprend, on récupère, et là on peut relancer une performance derrière. Donc c'est important d'anticiper ces périodes de décharge et de ne pas accoler toutes les périodes d'intensité les unes derrière les autres. Merci Kevin pour cette réponse, et il me vient à l'esprit une autre question. Dans les organisations que tu accompagnes aujourd'hui, justement pour faire le lien avec la réalité terrain, est-ce que pour toi, du coup, l'erreur majeure serait d'ignorer la récupération dans son activité de leader? Alors, est-ce que ce serait l'erreur la plus fréquente, selon toi? C'est sûr, et c'est l'erreur fréquente des jeunes sportifs. C'est l'erreur fréquente des jeunes sportifs, c'est l'erreur fréquente de certains clubs aussi. Si vous prenez les clubs de foot ou les clubs de rugby, ils fonctionnent exactement comme beaucoup de managers ou de collaborateurs de haut niveau aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font toute leur saison à fond. Vous voyez la fréquence des matchs, etc. Et donc, ce qu'on observe chez les sportifs de haut niveau, il faut le savoir, en top 14, en Ligue 1, si vous leur faites des tests physiques tout au long de l'année, leurs conditions physiques se détériorent toute l'année. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont tellement de sollicitations qu'ils n'arrivent plus ils ne font pratiquement que de la récupération dans leur semaine, ils ne font plus d'entraînement. Donc, ils rentrent dans une boucle, un cercle vicieux, ils diminuent. Et donc, ils arrivent à l'intersaison, et l'intersaison, ils ne font plus rien. Ensuite, ils réattaquent sur la pré-saison, et là, ils chargent pour essayer de revenir à niveau. Donc, typiquement, ça, c'est ce qu'on fait avec une formation. On sent qu'on a besoin de se former, on se forme, et puis après, on laisse la compétence se dégrader parce qu'on ne crée pas de rappel. Voilà. Et il y a pas mal de leaders qui font aussi un peu cette mécanique-là sur leur charge de travail, c'est-à-dire qu'ils vont prendre très peu de vacances, ou alors ils vont travailler pendant les vacances un peu de Noël ou les vacances de Toussaint, d'hiver, etc. Ils ne vont pas déconnecter. Voilà, ils vont faire un énorme break le week-end. Qu'est-ce que je dis? L'été, ils vont faire un énorme break l'été. Mais sauf que ça, c'est d'un seul coup une décharge totale. En vrai, ceux qui peuvent se permettre un mois de vacances l'été, c'est super. Sauf que ça veut dire, souvent, en fait, ils ont fait très, très, très peu de récupération sur le reste de l'année. Et ils arrivent là-dedans très fatigués. J'ai un entrepreneur qui me disait que lui, il faisait un burn-out tous les ans, quoi. En gros, il était habitué. Et voilà, bon, il chargeait toute l'année, et puis il faisait son truc quasiment au moment des vacances. Il n'en pouvait plus, il s'effondrait pendant un mois, il n'y avait plus personne. Et puis il repartait, et l'année suivante, c'était pareil. Bon, ça peut peut-être fonctionner quelques années, voire pendant la vie professionnelle, mais on l'a vu sur la statistique. Voilà, à 64 ans, on commence à être malade, et c'est le moment où on prend sa retraite. Donc ça, c'est un non-sens. On ne part pas à la retraite pour traiter des problèmes de santé. Je ne pense pas que ce soit la volonté des gens. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'il va falloir piloter son bien-être tout au long de l'année. Et donc, programmer de la récupération, comme tu viens de le dire, mais aussi apprendre à savoir quand est-ce qu'elle est nécessaire. Parce que programmer de la récupération, ça veut dire savoir quand est-ce qu'on va être fatigué. Et savoir quand est-ce qu'on va être fatigué, c'est encore une compétence et qu'on se propose d'approfondir. Voilà, on se fait fort d'enseigner dans ce programme. Super. Merci Kevin. Je ne sais pas si on a encore des questions. Il est 14h41. J'aurais peut-être... il y a encore des questions? Oui? Non? Alors, moi, j'en ai une dernière pour toi, si tu me le permets. Allez, vas-y. Alors, si tu devais résumer tout cela en une idée clé à retenir pour nos auditeurs, ce serait laquelle? C'est celle que j'ai évoquée un peu en fin de présentation, c'est-à-dire que pour moi, la performance, ça se pilote
C'est la performance sportive, la performance cognitive, la performance d'un leader. Ça se pilote. Il faut créer son système de performance. Voilà. Quel est votre système de performance? Comment vous faites pour préserver vos qualités à la fois biologiques, cognitives? Comment vous faites pour les développer? Comment vous faites pour récupérer? Comment vous faites pour savoir comment ça va? Et comment vous faites pour projeter ça dans le temps pour vous et pour vos équipes? Super, merci Kevin. Donc on voit que le sujet n'est pas théorique, il est profondément opérationnel, ne serait-ce que par les exemples que tu nous as partagés aujourd'hui. Eh bien, si vous souhaitez en savoir davantage et rejoindre la prochaine cohorte, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont sur le live, en tout cas sur la dernière page de notre présentation. Et nous vous remercions en tout cas d'avoir été avec nous pour ce live. Et nous vous souhaitons bien évidemment de passer un excellent après-midi et un très bon week-end à venir. Et prenez soin de vous. C'est ça aussi le leadership durable, prendre soin de soi. Merci. Exactement. Merci à vous. Excellent week-end.